mais je vais essayer de parler rapidement de ce qu'on fait chez Allenvie et en fait reprendre comme fil conducteur le lien que tu as pris toi aussi dans ta présentation. Parce que moi, enfin, évidemment, la présentation qui a été faite par Marie-Christine correspond vraiment à ce qu'on vit au quotidien. Et ce lien d'abord à nous-mêmes, entre nous, dirigeants d'entreprise, et puis le lien dans l'entreprise et le lien avec l'écosystème, c'est vraiment nous comme ça qu'on a développé notre entreprise. Donc Allenvie, c'est une société, une entreprise sociale à mission qui a pour raison d'être d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques de notre secteur. C'est un vaste programme et on s'y attelle aujourd'hui via 3 activités. La première, c'est un organisme d'aide à domicile qui emploie une centaine de salariés et qui a décidé de rompre complètement avec les méthodes d'organisation terroristes, déshumanisantes qu'on applique dans ces métiers pourtant très humains. Et donc on s'est inspiré d'un modèle aux Pays-Bas qui s'appelle Buurtzorg et qui organise en équipe autonome des équipes d'auxiliaires de vie salariés dans des bonnes conditions, le meilleur possible, mais surtout avec beaucoup d'autonomie dans l'organisation de leur travail, leur planning, la relation avec les familles. Ça, c'est notre première activité. La deuxième activité, c'est Compagnie, qui est un organisme de formation qui forme des professionnels des métiers du lien, justement, à tout ce qui est gestion de l'empathie, de la collaboration, gestion de la relation humaine, qui est paradoxalement totalement occultée dans ces formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on forme un cadre dans une grande entreprise, ce qu'on appelle les soft skills, pour qu'un jour il ne casse pas un ordinateur sur la tête de son voisin, mais une auxiliaire de vie qui passe sa vie dans les transports avec un emploi du temps terrible, dans des conditions précaires, avec des personnes âgées qui ont parfois des troubles cognitifs, avec des aidants familiaux souvent en burn-out, eh bien on considère que c'est pas pour elle les formations sur les aspects émotionnels, communication, et qu'en fait il faut juste la former à faire une toilette en 3 étapes et nettoyer une plaque à induction. Ce que je dis est très caricatural, mais c'est vraiment la réalité aujourd'hui dans notre société. Et notre troisième activité, et aujourd'hui on a formé plus de 2000 personnes déjà via Compagnie, à la fois des professionnels de terrain et des encadrants. Et puis on a aussi une troisième activité d'habitat partagé et accompagné en alternative à l'EHPAD pour des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. En quelques mots, comment tout ça s'est construit et en quoi le lien est vraiment notre fil conducteur. Ça nous a même amené à publier, tu en as gentiment fait la publicité, un livre qui s'appelle La Société du lien, qui est sorti en septembre aux éditions de l'Aube et qui est disponible là. Donc ce que je vais raconter, c'est aussi ce qu'on raconte un peu dans le livre. La première chose, c'est qu'on est 3 cofondateurs, 3 amis d'HEC qui, 10 ans après l'école, après des carrières dans des grands groupes et dans l'entrepreneuriat, décident de se lancer dans ce secteur. Et en fait, on a d'abord, on l'a conscientisé peut-être après, mais en fait, pour se lancer à 3, on a fait confiance aux liens qui nous unissaient plus qu'à une démarche très cartésienne. Parce que ce qu'on entendait de nos camarades, c'était qu'est-ce que vous allez foutre dans ce secteur déjà on ne fait pas de marge, il faut employer plein de gens, donc on ne peut pas croître vite. Ça, c'est ce qu'on entendait. Et puis la deuxième chose qu'on entendait, c'était vous êtes 3 avec des profils à peu près similaires. C'est absurde de lancer une boîte à 3 avec des profils similaires. Vous feriez mieux de recruter un CTO qui a fait une école d'ingénieur, quelqu'un qui a fait autre chose. Et en fait, nous, inconsciemment, on a fait confiance à notre manière d'appréhender ce secteur. Et donc la première chose, c'était le lien entre nous. Ensuite, ce qu'on a découvert très vite, alors peut-être que ça fait de nous des socioperceptifs, mais c'est-à-dire qu'avant de faire des études de marché, etc., on allait rencontrer des auxiliaires de vie. Donc je me souviens, on a fait plein de rencontres dans des cafés avec des auxiliaires de vie qu'on avait trouvés sur Internet par plein de moyens, alors qu'on connaissait rien au secteur. Et en fait, nous, ce qui est peut-être un signal faible, nous est apparu comme un signal très fort. C'est-à-dire que ça nous est apparu comme le nez au milieu du visage que tout ce secteur était en souffrance, parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui souffre économiquement, qui souffre d'énormes sujets RH, de turnover, d'absentéisme, de sinistralité. Tout ce qui nous est apparu, c'est qu'en fait, voilà, on ne valorisait pas ces métiers à la hauteur de ce qu'ils apportaient réellement et ce qu'on attendait en fait quand on en était bénéficiaire, ce qu'on attendait qu'ils apportent. Et donc, on a vu aussi que les modes d'organisation du travail déshumanisaient et qu'on entendait plein d'histoires d'auxiliaires de vie qui nous disaient, ben là, moi je voulais rester 5 minutes de plus, je savais que je pouvais, et en fait on m'a demandé de pointer, et on me tapait sur les doigts si je partais 5 minutes trop tard, alors que je savais que la personne après pouvait attendre. Donc on a vu qu'en fait on avait créé des systèmes qui entravaient finalement la capacité d'humanité des auxiliaires de vie, et la méthode, l'inspiration Buurtzorg des Pays-Bas de remettre du lien, de créer des équipes, de favoriser la concertation, la coopération entre auxiliaires de vie, nous est apparu comme une évidence, et on l'a développé d'abord chez Allenvie. Et ensuite, en fait, ce lien qu'on a cherché à recréer en interne, très vite, il y a une forme de cohérence qui s'est installée et on l'a aussi créé en externe. Donc ça nous a amené à créer un collectif qui s'appelle le collectif L'Humain d'abord, qui regroupait d'abord quelques admirateurs de Buurtzorg qui essayaient de développer ça en France dans l'aide à domicile. On était 3-4 structures au début.
Ça, je vous parle de 2017, hein, c'est très récent. Aujourd'hui, on est 50 en France. Vous avez 50 structures qui suivent, avec des dirigeants notamment, qui suivent des parcours qu'on appelle d'acculturation, où ils écoutent parler, certes des dirigeants, mais surtout des auxiliaires de vie qui le vivent au quotidien. Et ils changent leur mode d'organisation, non pas en fonction d'un modèle évidemment prédéterminé, mais en fonction d'une philosophie, hein, qui en fait est la philosophie de la subsidiarité, qui est en réalité très ancienne. Et c'est peut-être parfois, quand on décrypte des tendances comme ça, on a l'impression que tout va dans un sens, on observe aussi qu'il y a vraiment des retours de bâton, parce qu'on doit être assez modeste sur cette histoire quand on sait que dans les années 30, par exemple, Johnson & Johnson, le patron de Johnson & Johnson était un fan de l'école des relations humaines, qu'il avait créé des équipes autonomes dans son entreprise, qu'il avait une vision beaucoup plus évoluée que les 80% d'entreprises qui ne sont pas encore génératives. Et donc voilà, il y a aussi ça c'est une petite parenthèse. Mais donc voilà, le lien, et simplement nous aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la manière dont on a essayé de créer une société de lien, une société en lien avec les autres dans notre écosystème, ce qu'on se permet aussi de décrire dans le livre, c'est que si on veut vraiment créer une société du lien, c'est-à-dire que le monde dans lequel on vit mette le lien en premier, eh bien, il y a aussi peut-être des pistes sur lesquelles on peut travailler. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques années, je parlais du regard qu'on pouvait avoir, des signaux faibles qu'on percevait de nos camarades HEC qui regardaient notre aventure. En 5 années, ils ont totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois le regard, la crise sanitaire a été un accélérateur indéniable, mais le regard aujourd'hui des gens qui sont des amis, qui sont banquiers, qui sont entrepreneurs dans un modèle plus classique, a totalement changé. Emery, peut-être que tu as vécu la même chose aussi. Et aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'être vraiment un pionnier, presque comme les gens qui faisaient des startups il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui étaient vraiment des pionniers. Donc moi, ma conviction, et qui va dans le sens de tout ce qui est dit aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être à l'aube d'un changement réel où le prendre soin, le lien, va devenir le high-tech du futur. Et donc ça serait une très bonne nouvelle. En tout cas, c'est une prédiction que j'espère autoréalisatrice. Et il nous tient qu'à nous d'en faire une prédiction autoréalisatrice. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est l'éducation, évidemment, fondamentale. Nous, notre regard sur un autre métier a fait un effet miroir. C'est-à-dire que voir à quel point les métiers qui ne font que de l'humain sont à ce point complètement mal pensés et dans la formation et totalement en décalage avec leur réalité, nous a fait comprendre aussi que nous-mêmes, notre formation de leader, entre guillemets, d'entreprise, enfin je ne sais pas comment, de manager, c'est comme une blague, on appelle l'école de management les grandes écoles, et moi j'ai aucun jugement, j'aime bien l'institution qui m'a formé, mais en réalité elle ne nous apprend pas à manager. Et aujourd'hui on est dans une société où on donne des responsabilités à des gens parce qu'ils ont des compétences techniques validées dans un concours d'école d'ingénieurs, ou des compétences plutôt en maths ou en histoire, en économie, dans les écoles qu'on appelait de commerce maintenant, qu'on appelle de management. Mais notre rêve à nous, c'est que l'empathie, ce qu'on appelle les soft skills, soient aussi des filières d'élite. Aujourd'hui, on a fait des ouvriers spécialisés dans ces métiers d'empathie. Et donc, on a, pour la blague, pensé que peut-être que demain, HEC s'appellera les Hautes Études du Caire. Peut-être que l'ENA, l'École nationale d'animation, et l'école polyempathique sera peut-être l'école d'élite quand tous les pays nous envieront. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres gens qui doivent parler. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour cette invitation et vraiment la charge presque spirituelle qui a été mise dans cette journée me touche beaucoup, m'inspire beaucoup. Et donc je veux rendre hommage à Marie-Christine parce que j'ai eu la chance d'être contacté comme objet d'étude et ça m'a donné l'occasion de lire Alain de Vulpian, ce que je n'avais pas fait. Et donc c'est aussi super d'avoir ce lien maintenant avec cette communauté. Merci.